Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre émission Zoom Sur. Zoom Sur reçoit ce soir Lamine Camara, directeur de l'aménagement, des ressources et des études au ministère des Pêches. Il est secrétaire du GNM FITI. Je reçois également Nedoua Mokhtar Neche, présidente de l'ONG Mauritanie 2000, membre du GNM et du conseil d'administration international FITI. Avant de rentrer dans le vif du débat, cet élément introductif. La Mauritanie a de nouveau marqué un pas important dans le domaine de la transparence dans les domaines des industries extractives. Lors de sa participation dans la deuxième conférence internationale sur la transparence dans le domaine de la pêche, tenue jeudi à l'île indonésienne Bali, le ministre de l'économie et des finances, M. Mokhtar Ould-Jay, a réaffirmé l'engagement de la Mauritanie en tant qu'État pionnier à marquer ses empreintes dans l'histoire de cette initiative. Une initiative lancée par le président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, en février 2016, en prélude de la première conférence sur la transparence en matière de pêche tenue à Nouakchott. 2 ans après son lancement, quels sont les impacts de cette initiative sur le secteur de la pêche et à quel point cette initiative peut aider à la promotion et la gestion de l'économie maritime nationale? Vous l'avez deviné, notre émission ce soir parle de la transparence dans le secteur des pêches. D'abord, ma question s'adresse à M. Camara. Pourquoi le choix du secteur de la pêche de façon prioritaire? Merci, Monsieur le présentateur, et bonsoir à tous ceux qui nous suivent. En fait, pour répondre à votre question qui est du reste très pertinente, pourquoi le choix de la pêche, en tout cas pour la transparence, alors qu'il y a beaucoup d'autres secteurs, moi je pense qu'il faudrait quand même s'en ramener un peu à quelques chiffres clés du secteur des pêches pour pouvoir appréhender l'importance de ce secteur et pourquoi la transparence dans ce secteur, en tout cas qui est un des secteurs clés de notre économie. D'abord, le secteur des pêches, il convient de rappeler que nous avons une ouverture sur l'Atlantique, 720 km de côtes, en tout cas citées parmi les côtes les plus poissonneuses au monde, avec plus de 600 espèces rencontrées dans les captures courantes de la pêche commerciale, un potentiel de 1 800 000 tonnes annuelles, dont 1 200 000 tonnes de poissons pélagiques et plus de 150 000 tonnes de poissons démersaux. Vous comprenez bien les enjeux qui sont là. Mais aussi, c'est un secteur qui, de par sa contribution, en tout cas au PIB, 6 à 10% au niveau du PIB, il génère également plus de 55 000 emplois, en tout cas au niveau du secteur moderne. Vous comprendrez bien que ce secteur est quand même un secteur important qu'il faudra gérer avec toute l'attention qui sied à des choses, en tout cas rares et stratégiques, comme le secteur des pêches. Alors, donc, pourquoi la transparence dans la pêche? Moi, je dirais que c'est un besoin, mais pas plutôt un besoin, plutôt une obligation. Parce que pour lutter contre la pauvreté et en tout cas lutter également contre l'insécurité alimentaire, il est important en tout cas qu'il y ait de la transparence, de la bonne gouvernance aussi. Et cela permet aussi de promouvoir le développement de l'exploitation durable des ressources halieutiques, bien sûr conformément à une économie bleue. Donc voilà, je m'en tiendrai en tout cas à ces quelques précisions pour dire que, à mon sens, le choix de la pêche comme secteur, en tout cas pilote pour la transparence, ce n'est pas un choix anodin, c'est même plutôt un besoin. Madame Nedoua. Merci de votre invitation. Pour compléter mon collègue M. Camara du ministère des Pêches, si on dit pourquoi la pêche, la Mauritanie a déjà été membre d'autres initiatives. Par exemple, la Mauritanie est membre depuis 2005 et est membre de l'initiative de transparence dans les industries extractives, l'ITE. Donc, promouvoir la transparence dans la pêche n'est pas une chose qui est venue du jour au lendemain. C'est depuis que la Mauritanie a adhéré à l'initiative ITE, il y avait un grand plaidoyer qui a été fait au niveau national, au niveau international, pour que la pêche soit considérée en tant qu'industrie extractive. Donc, moi, je proviens de la société civile.
Et je sais que notre organisation, en accompagnement avec d'autres organisations de la société civile au niveau national, régional et international, on a fait un plaidoyer très important pour que la pêche soit impliquée, soit intégrée au niveau du périmètre de l'ITIE. En 2015, lors de la conférence internationale sur la transparence qui a été organisée en Mauritanie, le président de la République a lancé l'initiative, de la transparence dans la pêche. Donc c'est une initiative qui complète les actions qui ont été entreprises par la Mauritanie dans le cadre de la transparence au niveau des industries extractives. Donc ce n'est pas une surprise, c'est pas une... Donc vous avez rappelé le lancement par les chefs de l'État de l'initiative, mais 2 ans après l'appel du chef de l'État et 1 an après la conférence internationale sur la FITI organisée ici à Nouakchott, quel est le bilan, quel bilan peut-on en tirer? Merci de votre question. La Mauritanie a lancé officiellement le 3 février 2016 l'initiative de transparence dans la pêche au niveau d'une grande conférence qui a été faite en Mauritanie. Donc, ce qui fait que la Mauritanie est un pays leader au niveau international de cette initiative. Il y a d'autres pays, si on voit les bilans, il y a d'autres pays qui ont suivi la Mauritanie. Il y a l'Indonésie, les Seychelles, le Sénégal, la Guinée, le Sénégal. Il y a d'autres pays comme Costa Rica et les autres qui sont en train de prendre des pas vers l'initiative de transparence dans la pêche. Si on regarde le bilan, cette année, du 3 février 2016 au 27 février dernier, la deuxième conférence, c'était une année préparatoire. C'était une année où ont été mis en place les standards et les lignes directrices et les lignes d'orientation de FITI. Donc c'était vraiment une année préparatoire. Et le lancement effectif, c'est le 27 février dernier, donc il y a quelques jours. Donc la Mauritanie comme pays leader, donc déjà c'est la Mauritanie qui a financé cette partie conceptuelle de la FITI au niveau global, au niveau international. Donc ils ont mis en place un secrétariat international basé à Berlin qui a été en charge de la mise en place de tous les outils dont doit disposer la mise en œuvre pour la mise en œuvre de la FITI. Et donc, le bilan pour la Mauritanie, donc, elle a été le leader dans tout ça, c'est elle qui a financé tout ça. Au niveau de la Mauritanie, ça c'est au niveau international. Au niveau de la Mauritanie, les lignes d'orientation de FITI et les standards prévoient qu'il y a 5 points, il y a 5 étapes essentielles pour adhérer, passer à un pays qui adhère à la FITI. On peut dire que la Mauritanie maintenant est au 4e point. Le premier point, c'était le lancement officiel, c'était fait le 3 février 2016. Le deuxième point, c'était le climat favorable. Donc, on peut dire qu'au niveau de la Mauritanie, au niveau surtout du secteur de pêche, qui est le secteur concerné, il y a des organisations qui travaillent dans le secteur, il y a beaucoup de fédérations, il y a des fédérations, la Fédération nationale de pêche, il y a des fédérations de mareyeurs. Donc, il y a un climat qui permet de s'intégrer, d'être en parfaite cohésion avec les lignes directrices de FITI. Le troisième point qui a été aussi réalisé, c'était la nomination d'un haut responsable qui est chargé de la coordination de FITI au niveau national. Et donc, il y a un arrêté conjoint entre le ministère de Pêche et le ministère des Finances, de l'économie et des Finances, qui a nommé un coordinateur de la FITI au niveau du ministère des Finances, un secrétariat au niveau du ministère de Pêche. Donc ça, c'est le troisième point. Et le quatrième, c'est la mise en place d'un groupe national multipartite, c'est le GNM. Ce groupe national, tout ça doit répondre, c'est vraiment des exigences qui doivent être en ligne de conduite avec les standards de FITI au niveau international. Donc ce groupe multipartite GNM doit être composé, est basé sur 3 piliers. Ces 3 piliers sont l'administration, qui doit être représentée au niveau de ce groupe, les organisations de la société civile,
et les opérateurs dans le secteur de pêche. Donc, le groupe national multipartite a été lancé le 12 janvier 2016. Et le quatrième point, c'est la mise en place d'un secrétariat national FITI. Et ce secrétariat, comme j'ai dit, est maintenant basé au ministère des Pêches. Ce qui fait que maintenant, nous avons la Mauritanie répond à la normative internationale en mesure d'outils de mise en œuvre de FITI. Monsieur Camara, par rapport au bilan? Par rapport au bilan, comme l'a si bien dit en tout cas notre ami de la société civile, je pense que la première phase, c'était une phase conceptuelle. C'est d'abord un peu réfléchir sur le comment et quel type d'outils appropriés pour en tout cas mettre en place ce FITI ou cette initiative FITI. Et je pense que la Mauritanie, en tant que pays leader, en tout cas porte déjà cette initiative qu'il faut rappeler. C'est une initiative globale qui est volontaire, mais dès que vous adhérez, il y a quand même des obligations, donc ça devient contraignant. Donc à l'entrée, vraiment, il n'y a rien qui vous oblige. Mais dès que vous y êtes, vous avez des obligations pour en tout cas garder ce statut, en tout cas de pays conforme à la FITI. Et donc toute cette étape qui a en tout cas prévalu depuis le lancement jusqu'à aujourd'hui, c'est une phase conceptuelle. Donc elle a permis un peu de conceptualiser déjà les formes les mieux appropriées pour mettre en place ce FITI. Donc il y a eu la mise en place, la désignation d'abord des responsables de FITI au niveau national. Et ça, comme elle l'a dit, c'était un arrêté conjoint de 2 départements. Vous me direz pourquoi 2 départements, mais comme vous le savez, la FITI, il faut considérer ça comme un vecteur de développement, mais également au service d'un développement durable. Donc c'est pourquoi vous retrouvez et les argentiers, mais aussi les gens de la pêche. Je pense que c'est vraiment tout à fait cohérent. Donc après la désignation de ce responsable, donc, il y a eu les différentes étapes en conformité avec le canevas qui est en tout cas celui de la FITI internationale. Donc il y a eu les 5 étapes. Je dirais même qu'on aurait pu aujourd'hui être à l'étape finale, mais c'est que la dernière étape qui doit en tout cas être consacrée un peu à la définition des termes de référence, en tout cas de ce groupe national multipartite, il faut que ça s'inspire un peu des termes de référence qui sont définis au niveau international et nous allons nous inscrire dans ce canevas, tout en sachant que bien sûr il y a des spécificités au niveau de chaque pays qu'il faudra également prendre en compte et tout en expliquant pourquoi c'est pris en compte par rapport à tel pays et pas à un autre. Ça, peut-être nous pourrons revenir là-dessus. C'est les questions qui concernent, par exemple, les standards FITI, qui devaient être validés lors de la 2e conférence internationale qui s'est tenue à Bali la semaine passée. Donc, voilà ce que je dis. Donc, par rapport à ce bilan, est-ce que vous pouvez nous mettre un focus sur les instruments qui existent à la pêche et qui participent à la transparence? Tout à fait, parce que, comme vous le savez, la pêche, déjà, c'est un département qui, en tout cas, grâce à Dieu et grâce en tout cas à tout ce qui anime ce qui se passe au niveau de ce département, il dispose de tous les éléments de cadrage nécessaires pour en tout cas être un bon candidat à la transparence. Je dirais que la transparence était déjà de mise à la pêche avant, en tout cas qu'on ne s'engage de façon définitive et résolument en tout cas dans la FITI. Nous, on était déjà dans la FITI. Donc la FITI, je dirais qu'elle est venue en tout cas comme appoint. Elle va corroborer ce que nous faisons et en tout cas renforcer ce que nous faisions déjà. Par rapport aux instruments, je dirais que sur le plan institutionnel déjà, il y a un certain nombre d'outils ou d'instruments, si vous voulez, qui existaient et qui sont en tout cas créés et mis en place par la réglementation qui existe. Je veux parler d'abord du cadre stratégique qui existe et qui est là. Le cadre des investissements, il a été également élaboré et il existe, il est en vigueur. Donc c'est un environnement qui favorise un peu l'investissement et en tout cas promouvoir l'activité dans ce secteur qui est un secteur en tout cas porteur. Alors, il y a également, donc je disais sur le plan institutionnel, d'abord au niveau de la vision, c'était clair. Au niveau de l'opérationnel, vous avez tout ce qui est en tout cas loi portant code des pêches, mais aussi tous les documents en tout cas d'application de cette loi, comme le décret d'application, ces textes réglementaires qui l'expliquent également, comme les arrêtés et les circulaires. Tout cet arsenal est disponible. Donc vous voyez que c'est vraiment quelque chose qui est déjà là et prêt pour être un bon candidat à la FITI. Mais également au niveau de l'opérationnel lui-même. Vous avez des choses comme le Conseil consultatif pour l'aménagement et le développement des pêcheries, qui est un organe, en tout cas qui regroupe des gens du secteur,
à savoir aussi bien que ce soit l'administration, mais aussi les administrés. Je veux parler des opérateurs, de la société civile, des personnes ressources, de la recherche et même des indépendants qui siègent dans ce conseil. Et au niveau même de la composition du conseil, vous allez vous rendre compte qu'il y a plus de gens qui sont hors, en tout cas, ministère des Pêches, et qui sont là et dont les voix comptent lors de, en tout cas, de l'élaboration d'avis consultatifs. Donc le conseil consultatif est déjà là, c'est un format bien tracé et qui participe de la transparence, mais aussi il y a d'autres organes de concertation, comme par exemple sur certaines pêcheries d'intérêt en tout cas national et même transnational, où vous avez des espèces ou des groupes de poissons qui sont présents d'une période à l'autre, en tout cas d'un pays à l'autre, et qui traversent les frontières. Donc là aussi, au niveau du secteur de pêche, il y a déjà eu anticipation dans le cadre de ces documents cadres. C'est le cas du conseil consultatif, en tout cas, non, le conseil de concertation sur les petits pélagiques. On a un conseil au niveau national, mais également, il y a des gens de ce conseil qui sont membres d'un conseil régional et qui, en tout cas, donnent des avis consultatifs comme ça sur, en tout cas, les questions d'intérêt au niveau régional. Donc, vous avez tous ces organes de concertation, mais aussi la donnée. Vous savez, tout ça, quand on parle de transparence, il faut de l'information. Il faut la publier, mais il faut de l'information fiable. Là aussi, un organe existe qui s'appelle le CTS, le Comité technique sur les statistiques, et qui regroupe des structures qui ne sont même pas des ministères des pêches. Vous avez les finances, vous avez la Banque centrale, vous avez l'ONS, vous avez même la douane, parce que ces gens, à un moment donné, ils sont en tout cas interpellés par rapport à l'information qui sort du ministère des Pêches en termes d'exportation ou en termes de recouvrement de tout ce qui est en tout cas vendu à l'étranger et qui doit être rapatrié. Donc ces gens se réunissent également au niveau de cette structure pour mettre en commun leurs informations, leurs données, les valider et en faire une donnée qui a un caractère officiel et qui, en tout cas, dont tout le monde répond. Donc tout ça fait que je me dis que nous, dans la pêche, on était déjà dans la transparence, mais aussi la fixation des prix. Tout récemment, vous savez, au niveau de la SMCP, la Société Mauritanienne de Commercialisation de Poissons, il a été mis en place, en tout cas, une commission de fixation des prix. Donc celui qui vend son produit, il est là pour décider du prix qu'il veut pour son produit. Donc c'est de la concertation, c'est de la transparence. Donc on ne vous impose pas un prix, mais vous allez vous mettre autour d'une table et fixer le prix qui est le meilleur et qui garantisse vos intérêts, mais aussi les intérêts du pays. Donc tout ça fait que, vraiment au niveau institutionnel, on est suffisamment bien préparé. Au niveau opérationnel maintenant, quand il s'agit de choses au quotidien, le système d'information, c'est là où on collecte toutes les données qui viennent de ces structures et qui sont injectées dans un système d'information qui compile et met en commun toutes ces données. Et ces données permettent de renseigner des indicateurs sur le secteur, que ce soit en tout cas la tendance au niveau production, au niveau de l'effort de pêche, au niveau un tas d'autres indicateurs qui sont pertinents pour la gestion saine du secteur. Et tout ça permet de renseigner donc ces indicateurs qui sont en tout cas consignés dans ce qu'on appelle un tableau de bord, un dashboard. Donc là aussi, c'est de la transparence. Ce dashboard, vous pouvez le consulter, même étant ici, vous êtes sur Internet, vous partez sur le site du ministère et vous avez toute une série de données qui retracent un peu la performance et tout ce qu'il y a eu comme activité dans ce secteur sur une série bien donnée. Et donc, c'est publié. Mais aussi, il y a un workflow tout récemment. Aujourd'hui, vous ne travaillez pas au niveau des directions techniques du ministère. Il n'y a pas une direction qui travaille dans un coin sans que les autres ne sachent ce qu'elle fait. Par exemple, quelqu'un qui vient chercher à avoir une possibilité de pêche dans le ministère. Donc, il commence par une direction qui s'appelle l'aménagement, là où je suis. Donc, son dossier est pris en charge, il est saisi, mais dès que vous validez le dossier du demandeur X, il est visible chez les gens qui vont le traiter après. Donc, vous n'avez pas besoin d'aller dire aux autres, oui, mon dossier se compose de tel. Parce que c'est un workflow, une séquence. Dès que vous passez par telle direction, votre information est déjà présente sur l'étape suivante. Et ces gens, quand ils valident, ça réapparaît chez celui que vous avez déjà, en tout cas, dépassé déjà. Ainsi de suite, ce qui fait que, vraiment, je dirais qu'il n'y a personne qui travaille dans un truc cloisonné. Et ça aussi, ça participe de la transparence. Voilà. Excusez-moi, j'ai un peu mal à la gorge. Il faut dire qu'au niveau de la transparence, déjà, il y a quelques espaces qui existent déjà depuis quelques temps. Il a parlé du CCNDP, c'est le Conseil consultatif national des pêches, qui regroupe l'ensemble des acteurs du secteur, que ce soit la société civile, les opérateurs et l'administration de pêche. Donc ça, c'est une expérience depuis quelques années, ce qui fait qu'au niveau déjà de la concertation, l'espace existe. Et c'est une expérience qui a été réussie et qui a inspiré aussi
maintenant le groupe national multipartite qui va être vraiment le moteur et qui va être le principal acteur de la mise en œuvre de FITI au niveau national. Il y a aussi l'ITE. La Mauritanie, depuis 2005, donc c'est à peu près plus de 15 ans que la Mauritanie a adhéré à cette initiative de transparence et qui a à peu près les mêmes principes et qui repose aussi la mise en œuvre sur ce comité tripartite. On peut dire aussi que la FITI s'est inspirée aussi de cette expérience de l'ITE. Donc il y a un groupe national multipartite qui s'occupe de la mise en œuvre des gaz, c'est-à-dire des industries minières et pétrolières. Et donc, c'était beaucoup inspiré la FITI. Ce qui fait que l'expérience qu'on va mettre en œuvre maintenant au niveau de la FITI, c'est une expérience qui a été plus ou moins réussie et qui a été expérimentée et élaborée dans d'autres secteurs, et même au niveau du secteur de la pêche, parce que le conseil consultatif est composé aussi de l'ensemble des acteurs. Ce qui fait que c'est une expérience qui continue des activités. Maintenant, les FITI, c'est une expérience qui continue d'autres activités qui ont été entreprises. Ça va renforcer encore beaucoup plus la transparence. Je complète, monsieur le directeur, c'est qu'il y a aussi le projet d'observatoire économique et social au niveau du ministère des Pêches. Cet observatoire est important parce que c'est l'information et vraiment la traçabilité de l'information va être faite au niveau de la base jusqu'au traitement fini. C'est vraiment donc au niveau de cet observatoire, on peut aussi mesurer la contribution du secteur de pêche au niveau social du secteur. Comment ça a contribué au niveau social du secteur, comment ça a contribué au moyen d'existence dans leur ensemble. Donc ce secteur, c'est un secteur important, c'est un secteur qui a son importance au niveau de la Mauritanie et dans lequel il y a énormément de familles qui vivent de ça, énormément de bras, énormément de personnes et d'expertises différentes, que ce soit au niveau de la pêche, que ce soit au niveau de l'industrie. Donc il y a maintenant la nouvelle stratégie de la pêche favorise maintenant, donc il y a une orientation vers l'industrialisation du secteur, donc ça va englober aussi beaucoup plus de personnes. Et maintenant avec la mauritanisation aussi maintenant du secteur de pêche, il y a beaucoup de personnes aussi qui intègrent cette grande famille du secteur de pêche, ce qui fait que cet observatoire va contribuer à mesurer la traçabilité et à donner l'information, à savoir à quel point, à quel degré ce secteur a contribué à l'épanouissement aussi, que ce soit à l'économie, mais aussi à l'épanouissement des personnes qui sont dedans, qui travaillent dedans. Donc c'est vraiment une base. C'est quelque chose qui est important et qui est innovateur aussi au niveau de la Mauritanie. Et ça aussi, c'est vraiment de la transparence en plus, parce que quand on sait qu'est-ce qu'on tire de ce secteur, c'est important aussi de le savoir, que ça soit visible et que ça soit mesurable aussi. Donc quel est le rôle de la société civile dans tout ça? La société civile joue un rôle important parce que j'ai dit tantôt que la mise en œuvre repose sur 3 piliers à part égale. Donc au niveau maintenant du groupe national multipartite, les 3 piliers sont l'administration, les opérateurs et la société civile à part égale 5 personnes par pilier. Le rôle de la société civile, c'est un rôle qui est c'est un rôle de veille, de suivi et de toutes les activités et de la mise en œuvre. Donc, ça complète, c'est complémentaire aux activités que font l'administration et les opérateurs. Donc, au niveau international, maintenant, la société civile joue un rôle important. Et au niveau national aussi, il joue un rôle important. Maintenant, il laisse maintenant vraiment à avoir une société civile qui a une expertise dans les domaines et qui peut jouer le rôle qui lui est
qui lui est demandé. C'est pas seulement un rôle d'éveil, il y a un rôle d'information, il y a un rôle de renforcement des capacités techniques, de renforcement de formation, d'animation, de sensibilisation. Parce que vous savez, les acteurs de la paix, c'est des acteurs qui proviennent d'acteurs de différents profils. C'est des profils très différents. Les pêcheurs, donc il y a tous les profils. Il y a des analphabètes, comme il y a des gens qui ont un profil d'éducation très élevé. Donc l'essentiel, c'est que tout le monde soit au même niveau d'information. Parce que l'information, elle vient de la base, du pêcheur au consommateur, en passant par toute la chaîne de valeur du secteur, en passant par la valorisation, la transformation, la commercialisation, etc. Donc il faut que toutes les personnes, tous les acteurs, l'ensemble soient au même niveau d'information. Et la société civile doit jouer un rôle important d'animation, d'information pour que les acteurs de base, qui sont les plus importants parce que ce sont eux-mêmes les pêcheurs, doivent être au même niveau d'information, aussi bien pour les décideurs que pour les opérateurs. Merci. Par rapport à l'international, M. Camara, où est-ce que nous nous positionnons par rapport aux autres pays engagés dans le FITI? Où se situe la Mauritanie exactement? Je dirais que notre pays est vraiment en pole position parce que non seulement il a porté cette initiative, mais aussi, en tout cas, il a appuyé le secrétariat international. Ce n'est pas lui qui nous a appuyé, c'est nous qui avions appuyé le secrétariat international et vraiment on est engagé là-dedans. Aujourd'hui, la Mauritanie est citée comme vraiment pays leader et c'est la réalité. Nous sommes vraiment l'un des premiers pays à avoir franchi un peu toutes ces étapes qui sont en tout cas inscrites dans le processus d'adhésion et de mise en place de la FITI. Donc je disais tantôt que suivant les 5 étapes en tout cas qu'on doit satisfaire pour nous inscrire dans la FITI, nous on est déjà au 4e point. Et le 5e, véritablement, on y est déjà, mais sauf qu'il ne faut pas aller plus vite que, en tout cas, le secrétariat international qui devait nous présenter d'abord les standards et qui ont fait objet de validation lors de la dernière réunion. Maintenant que c'est validé, nous, on s'inspire de ce qui est édicté au niveau international, c'est le chapeau. Donc sinon, on aurait bien pu avancer avec des termes de référence. Il y a des choses quand même qui reviennent dans, en tout cas, tous les GNM au niveau des pays. Et donc, à l'international, nous aussi, aujourd'hui, je pense que la Mauritanie et l'Indonésie, en tout cas, on est en pole position. Il y a d'autres pays qui frappent à la porte pour entrer. Et je veux citer tous les pays de la sous-région qui sont avec nous dans le cadre de la commission sous-régionale des pêches, qui regroupe 7 pays. Je sais que la Guinée, le Sénégal et d'autres pays, pour ne citer que cela, frappent à la porte de FITI pour, en tout cas, intégrer ce processus FITI. Madame Netoua. Il faut dire on peut dire que la Mauritanie maintenant est une source d'inspiration pour les autres pays comme il a dit de la sous-région, mais aussi au niveau international. Parce qu'on a franchi plus d'étapes que les autres. Nous sommes au 4e point sur 5. Mais aussi, il faut dire que les étapes de mise en œuvre, c'est les étapes qu'on a jusqu'ici franchi jusqu'à arriver au niveau où la Mauritanie est maintenant, est une source d'inspiration pour les autres pays. Il y a énormément de consultants qui viennent nous voir. Il y a d'autres pays. On a reçu des délégations de la Guinée, des délégations d'organisations internationales qui sont venues en Mauritanie pour s'inspirer, pour apprendre de l'expérience mauritanienne, comment on a pu arriver à l'état où on est arrivé maintenant. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Mais aussi le fait que la Mauritanie est leader, et que c'est la Mauritanie qui a financé déjà les lignes directrices, mais aussi, il faut dire qu'il y a aussi un groupe international, FITI, qui a été initié au moment du lancement de FITI. C'est un groupe international qui regroupe aussi des experts de la pêche, des administrateurs et la société civile internationale. C'était un groupe de 13 personnes qui se rencontraient tous les 2 mois dans une capitale internationale. Et ce groupe, les études de base, les études de cas, ont commencé par la Mauritanie. Parce que déjà, au niveau de la Mauritanie, nous avons
Déjà, comme M. le directeur a dit, nous avons déjà un ensemble, un arsenal juridique en Mauritanie qui permet de renforcer, être la base de la transparence et de renforcer la transparence. Donc, c'était une source d'inspiration pour ces experts pour mettre en place les lignes directrices de la FITI. Parce que l'objectif de la FITI, c'est quoi, au final? C'est de faire des rapports annuels sur l'état d'avancement de la pêche au niveau du pays. Et pour faire ce rapport, il faut déjà qu'il y ait l'ensemble de l'information qui est demandée, qu'il soit disponible et qu'il soit mis à disposition du public. Ça, c'est l'objectif de la FITI. Ce n'est pas seulement une initiative pour parler, mais pour faire des rapports. Donc la FITI n'est pas une initiative de jugement, mais c'est une initiative qui promouvoit la transparence et qui disponibilise l'information. Donc, la Mauritanie est aussi en avance par rapport aux dispositifs nécessaires pour visibiliser et pour mettre à disposition du public et des citoyens l'information sur le secteur de pêche. Je rappelle que vous étiez à Bali. Qu'est-ce que vous avez ramené comme résultat de Bali, où se tenait la deuxième conférence internationale qui avait débuté le jeudi passé? Et il y avait la présence du ministre des Finances, Mokhtar Ould Diaye, qui avait prononcé d'ailleurs un important discours. Et on s'excuse pour les téléspectateurs, on n'a pas les images ou bien ils ne sont pas d'une qualité technique pour être diffusés. Qu'est-ce que vous avez ramené de Bali? On va commencer par ce qu'on a amené d'abord à Bali. Donc qu'est-ce que vous avez amené à Bali? Mais qu'est-ce que vous nous avez ramené de Bali aussi? Voilà, je vais commencer par ce qu'on a amené à Bali. Parce qu'à Bali, on est venu une forte délégation de la Mauritanie. On était 11 ou 12 personnes qui sont venues. Il faut dire que Bali, ce n'est pas la porte d'à côté quand même. Donc on était une grande délégation. Et on a amené l'expérience mauritanienne parce que la plupart des pays, ils voulaient vraiment rencontrer la Mauritanie pour se renseigner, pour apprendre de la Mauritanie. Et il faut dire aussi que cette délégation a été aussi composée par l'ensemble des acteurs. Donc il y a la société civile, il y a les représentants des opérateurs et il y a les représentants de l'administration. Il y a aussi bien le ministère des Pêches que le ministère de l'économie et des finances. Et là, on a présenté les résultats, les étapes que la Mauritanie a franchies pour arriver maintenant au quatrième point des points conventionnels pour adhérer à la FITI. Et ça, c'était quelque chose de très important et c'était une expérience importante à présenter. Je crois qu'il y avait à peu près 500 personnes qui étaient présentes. Et il y avait des délégations de pêche de beaucoup de pays. Il y avait de la société civile et il y avait c'est-à-dire l'ensemble des acteurs qui ont appris et qui ont... La Mauritanie aussi, elle a ramené les expériences des autres parce que les pays qui ont été présents ont été aussi exposés et informés sur les étapes qu'ils ont franchies jusqu'ici. Mais aussi, il y a eu un échange très, très important au niveau des défis, mais au niveau des limites que les pays ont eu les uns et les autres, suivant leur contexte et suivant les réalités. Donc, ça, c'est quelque chose de très important que la Mauritanie a ramené pour pouvoir mettre en œuvre FITI. En s'inspirant de ces limites et ces défis, nous, on peut vraiment essayer de dépasser des problèmes ou de régler des choses qui peuvent aussi altérer la mise en œuvre des FITI au niveau de la Mauritanie. Nous avons ramené les félicitations des délégations qui étaient présentes. Et la Mauritanie aussi a le privilège maintenant d'être représentée au niveau du Conseil d'administration internationale des FITI par des personnes. Donc, il y a une personne de l'administration, il y a une personne de la société civile. Et l'acclamation de ce Conseil international d'administration a été faite dans le cadre de cette conférence. C'est donc quelque chose que la Mauritanie a ramené. Avec beaucoup de documentation aussi. On est venu avec plein de bouquins. Oui, par rapport aux résultats, je dirais d'abord, posons-nous la question, quel est l'objectif de notre départ là-bas? Qu'est-ce qu'on attendait, en tout cas, de cette participation, mais aussi qu'est-ce qu'on a obtenu?
Je dirais que l'objectif, c'est effectivement, comme vient de le dire Madame Nedoua, c'est d'abord, en tout cas de façon globale, c'est de partager et de communiquer sur l'expérience mauritanienne. Mais de façon spécifique, c'est également de s'inspirer, en tout cas, de choses qui pourraient nous intéresser et sur lesquelles on n'a pas, en tout cas, d'éléments de réponse tout de suite. Mais aussi, ça nous a permis de visiter certaines réalisations qui militent pour la transparence, comme par exemple une station qui a été réalisée en Indonésie pour la gestion des ressources côtières. Mais c'est le genre d'outil qui permet d'abord d'avoir, en tout cas, des éléments d'information qui sont très précis sur tout ce qui est surveillance. Vous vous rendez compte, l'Indonésie, c'est un archipel, c'est un ensemble d'îlots. Et avec ce système qui est mis là-bas pour la surveillance des pêches, il permet d'avoir une vue sur pratiquement tous les pays de la sous-région. Plus de 5000 km², il peut déjà, en tout cas, voir le mouvement des bateaux, quel type d'activité et sa nationalité et autres. Donc, ce sont des éléments qui nous ont intéressés et une équipe, en tout cas, composée de techniciens mauritaniens s'est rendue au niveau de cette station. Mais aussi, je dirais que ce qu'on attendait de cette mission, c'est vraiment capitaliser les éléments d'expérience au niveau de l'Indonésie, mais aussi leur transmettre, en tout cas, notre expérience en la matière, notre modeste expérience en la matière. Et ce qu'on a ramené, il y a eu une première réunion du conseil d'administration international sur la FITI, et où on est représenté par 2 membres. Donc c'est déjà c'est une vraie considération par rapport à ce que nous faisons dans FITI. Mais je dirais également, la réunion, en tout cas cette conférence, c'était le lieu de valider les standards FITI. On a ramené des standards validés. Donc ça aussi, c'était un des objectifs, c'était de discuter et en tout cas de contribuer pour la validation de ces standards FITI. Ça aussi, je pense que ça a été fait. Et nous avons ramené beaucoup d'adresses, mais aussi pour échanger sur des choses qui intéressent notre secteur, mais toujours dans le cadre de la promotion et du renforcement de la bonne gouvernance dans notre secteur des pêches. Je pense que maintenant, quelles sont vos attentes par rapport à ce qui a été décidé à Bali? Quelles sont vos attentes? En fait, ce qui a été décidé à Bali, c'est plutôt des résultats. Nous, ce que nous attendions justement de la conférence, c'était les standards FITI qui étaient très attendus. Parce qu'on ne peut pas avancer au-delà si ces standards ne sont pas validés et devenus en tout cas quelque chose de commun à tout le monde. Ça va être en tout cas le dénominateur commun à tous ceux qui sont dans FITI. Ça, c'est déjà une attente et je pense que c'est quelque chose de réalisé. Mais aussi, on voudrait discuter de ce conseil d'administration, en tout cas international, comment il doit fonctionner, qui doit le financer, qui sera représenté, qu'est-ce qu'il fera. Ça aussi, il y a eu des réunions très constructives, en tout cas au niveau de Bali, et qui ont permis un peu en tout cas d'arrondir les angles et de définir, en tout cas de baliser le chemin pour avoir une idée des grandes lignes de ce que sera ce conseil d'administration au niveau international. Bon, les attentes, en tout cas c'était ça, mais je pense que nous revenons avec beaucoup d'optimisme pour, en tout cas, les prochaines étapes. Madame Nedoua. Il faut dire que jusqu'au 27 février dernier, la FITI était un projet d'initiative en phase d'évolution vers avril, le 27 avril. Du 3 février 2016 au 27 avril 2017, nous avons un projet de FITI. Et maintenant, après la validation de cette initiative, des standards et lignes directrices de cette initiative lors de cette deuxième conférence, maintenant c'est l'étape décisive, c'est l'étape de mise en œuvre qui commence. Et maintenant, nos attentes, c'est de pouvoir être à la hauteur, que la Mauritanie puisse maintenant mettre en œuvre la FITI suivant les normes requises et suivant les normes demandées. Il faut dire que la mise en œuvre de FITI repose, comme on a dit tantôt, sur ce groupe national multipartite. Et le défi maintenant, c'est de renforcer ce groupe, et de mettre à disposition à ce groupe tous les moyens nécessaires pour qu'il soit capable de jouer le rôle qui lui est demandé, qui est la mise en œuvre de FITI, pour arriver
à promouvoir la transparence dans la pêche. Concrètement, M. Kamara, les étapes à venir. Quelles sont les étapes à venir après la réunion de Bali? Les étapes concrètement. D'accord. Moi, je pense que le fait d'adhérer et en tout cas de participer pleinement à la phase conceptuelle, ce n'est pas une fin en soi. Comme elle a souligné d'ailleurs au début, ce qui est le plus dur, c'est ce qui reste à venir, c'est-à-dire garder ce statut de pays conforme ITIE. Et pour ça, donc, les étapes à venir, c'est de pouvoir en tout cas faire fonctionner notre GNM, publier périodiquement des rapports, en tout cas sur tout ce qui intéresse la transparence au niveau de la pêche. Donc, quand on aura satisfait en tout cas tout ça, moi je pense qu'on pourra garder ce statut de leader. C'est vraiment un challenge et c'est un défi qu'il faudra en tout cas relever. Maintenant, il y a tout de suite à réfléchir sur les termes de référence de notre groupe national multipartite, comment il va fonctionner, la périodicité et tout ça. Et il pourra émettre de temps en temps, en tout cas, des rapports qui vont renseigner sur l'état de la transparence au niveau du secteur des pêches, la gouvernance, devais-je dire. Donc, si nous arrivons déjà à élaborer ces termes de référence, véritablement, il y aura également à élaborer d'autres documents cadres pour, en tout cas, ce GNM, comme le règlement intérieur, comme un peu voir quel type de statut, tout ça. Moi, je pense que c'est des choses qu'il faudra y réfléchir. Mais aussi au niveau des standards, vous savez, nous, on a un peu une spécificité par rapport à un nombre de pays qui nous entourent ici. Parce que nous, au niveau de la gestion des pêches, ce que nous gérons aujourd'hui, c'est des quantités prélevées, mais ce n'est pas l'effort. Vous savez, dans l'ancien système, ce qu'on faisait, c'est d'attribuer des licences et suivre le nombre de titulaires de licences. Maintenant, il peut avoir une licence qui lui permet d'amener 1000 tonnes, comme il peut amener 2 tonnes, tout dépend en tout cas de l'état de la pêche. Mais aujourd'hui, c'est un système de quotas. On est dans un nouveau paradigme de gestion des pêches, c'est le système de gestion par quota. Ce que vous avez, c'est une réservation de la ressource, donc pour une quantité à prélever. Mais cette quantité également est fixée sous la lumière d'avis scientifiques pertinents. Donc on est toujours dans la transparence. Il faut d'abord qu'en début d'année, la science nous dise qu'est-ce que cette mer, cet océan peut nous offrir comme ressources halieutiques. Sur la base de ça, au niveau gestionnaire, on essaie d'attribuer les quotas sans dépasser cette limite qui a été fixée par la science, qui nous dit que cette année, vous ne pouvez prendre que 1,2 million. Donc, on ne va pas donner des concessions au-delà de 1,2 million. Ça, c'est une contrainte. Et donc, tout ça, c'est des éléments qu'il faudra, au fur et à mesure de la mise en œuvre de FITI, renseigner, publier, bien sûr, qui prend quoi, combien il a payé, et en tout cas, qu'est-ce qui est rentré pour l'État. Ça, on le fait déjà au niveau de tous les indicateurs du dashboard. Vous avez tout ce qui est recette, mais vous avez aussi les amendes. Quelqu'un peut dire, oui, moi j'ai été amendé la semaine passée, mais je ne vois pas où est-ce que ça ressort. Vous allez le voir sur le dashboard. C'est des choses qui ont une traçabilité. Donc tout ça, je pense qu'au niveau de la transparence, c'est vraiment le défi, c'est la mise en œuvre et garder ce statut de leader en restant conforme à la FITI. Je pense aussi que si, en tout cas, on y reste, ça va être plus facile pour tout le monde. Vous savez, en l'absence de procédures claires et tout ça, vous avez de la pression. Moi, je suis au niveau, en tout cas, d'une position où si les choses n'étaient pas claires, je me demande est-ce que je tiendrai une journée? Parce que ce n'est pas évident. Mais étant donné que les procédures sont claires, il suffit juste de renseigner des choses et ça va tout seul. Donc là aussi, je pense que la transparence, c'est une chance. Et c'est des choses qui doivent être, en tout cas, répercutées dans d'autres départements, j'imagine. Parce que ça facilite la chose à tout le monde, aussi bien à ceux qui viennent chercher à pêcher, mais celui aussi qui gère la pêche. Parce que toutes les procédures sont claires. Madame Neda. Moi, je pense que maintenant, l'étape prochaine, c'est d'opérationnaliser un peu le processus de mise en œuvre de FITI. Donc, il y a des séquences maintenant à faire. Vous savez, pour mettre en œuvre FITI, de façon conventionnelle, doit être vulgarisée au maximum au niveau de la Mauritanie. Il faut que tout citoyen mauritanien, mais au niveau national, mais au niveau régional et international, il faut vulgariser au maximum cette initiative. Donc maintenant, dans les prochaines étapes, c'est de faire une stratégie de communication au niveau de FITI et une stratégie d'intégration de FITI au niveau de la politique du secteur déjà. Il faut aussi faire les termes de référence de ce groupe national multipartite qui sera vraiment le moteur de cette initiative.
Et par la suite, c'est maintenant rentrer maintenant dans le vif de la mise en œuvre de PT, qui est l'exercice de cadrage. Et c'est maintenant de faire c'est-à-dire les dispositifs nécessaires pour faire les premiers rapports maintenant PT. Le rapport, c'est vraiment ce qui est demandé. Au final, FITI, c'est le rapport qui va être publié. Je crois que la Mauritanie a maintenant mis en place, suivant les dispositifs qui est déjà mis en place. Ce premier rapport, je crois qu'il y a une pêcherie maintenant qui peut être une pêcherie test, exercice pour le premier rapport, qui est la pêcherie du poulpe. C'est une pêcherie qui est mauritaniser d'abord, qui est maintenant depuis quelques années est vraiment faite par les Mauritaniens, pour la Mauritanie, qui est une pêcherie cernée, qui est une pêcherie connue et qui va être vraiment le premier, qui va être pour les premiers exercices de ce rapport. Donc maintenant, les étapes à venir, si on récapitule, c'est le renforcement de capacité opérationnelle du groupe, mais aussi la réalisation des étapes nécessaires pour publier les premiers rapports, mais aussi pour vulgariser et informer au maximum cette initiative de transparence dans la pêche. Monsieur Kamara, c'est une idée révolutionnaire qui prend en compte les spécificités du secteur de la pêche, qui doit être exploité tout en préservant sa durabilité et sa pérennité. Est-ce que vous, au ministère de la Pêche, quelles sont vos stratégies mises en place? En fait, comme je l'ai dit tantôt, il y a déjà une stratégie, en tout cas une vision holistique, en tout cas de ce secteur, qui a été matérialisée et consignée dans un document de stratégie qu'on appelle la stratégie nationale de gestion durable pour une pêche, pour une gestion durable et un développement, disons, du secteur des pêches et de l'aquaculture, qui est prévu pour la période 2015-2019. Et cette stratégie, en tout cas, elle inscrit en bonne position tout ce qui est aspect, d'abord, connaissance de la ressource. Ce qui est au cœur, en tout cas, de cette vision, de cette stratégie, c'est d'abord la ressource. C'est la préservation et la gestion durable de cette ressource. Et ensuite, maintenant, il va falloir réfléchir comment intégrer davantage ces secteurs à l'économie nationale, bien sûr, en boostant la création de valeur ajoutée au niveau local. D'ailleurs, ce qui me permettrait de revenir un peu sur ce que cette stratégie prévoit comme porte d'entrée à la pêche. Pour aujourd'hui entrer à la pêche, vous avez deux possibilités, deux portes d'entrée. Soit vous rentrez dans le cadre d'un régime national ou bien d'un régime étranger. C'est quoi le régime national? C'est une personne physique ou morale de droit mauritanien, donc qui fait un investissement et qui va créer des emplois, qui va nous dire, en tout cas, le type d'élaboration et tout ça. Donc, il y a 4 questions de façon, en tout cas, ramassée à satisfaire. Quoi, combien, pourquoi, comment et pour quelle durée à peu près. Quoi? Je veux un quota de poissons. Quoi? Des pélagiques, des démersaux ou en tout cas des bivalves ou je ne sais pas. Alors, quelle quantité? Il va dire la quantité qu'il veut. Mais pourquoi il veut cette quantité? Il va dire parce que j'ai réalisé un projet d'investissement dans le secteur. Et pour, en tout cas, faire un retour à l'investissement, moi, je veux fructifier cet investissement, il me faut une quantité de temps. Mais comment? Qu'est-ce que tu vas faire avec cette quantité? Est-ce que tu vas la vendre à l'état brut ou tu vas en faire de l'élaboration? Ça nous permet, nous, d'apprécier un peu le niveau d'intégration du projet que vous proposez à ce que nous entendons faire dans le cadre de la stratégie. Donc, si vous satisfaisez à ces questions et que tout ça, c'est bien sûr renseigné, on va voir sur la base du disponible. Est-ce que ce que vous demandez est réaliste par rapport à ce que nous pouvons donner? Parce que vous n'êtes pas le premier venu, il y a déjà des gens dans le secteur. Est-ce qu'il existe des possibilités supplémentaires d'octroi de cette ressource? Parce que dès qu'on atteint le plafond, ou bien ce qu'on appelle le total admissible de capture par pêcherie, on arrête, on ne donne plus. Même si vous amenez le projet le plus novateur, on n'a pas de la ressource pour vous en donner. Mais vous attendez, s'il y a des disponibilités qui s'offrent, on va penser en tout cas à ce type de projet. Donc déjà sur le plan, en tout cas, conservation et préservation, vous voyez bien que tout se fait sur la base de la science. Il faut d'abord qu'on ait une idée de ce que nous pouvons prélever de cette ressource sans entamer le capital, en tout cas stock. Parce que si aujourd'hui on se met à pêcher tout,
Peut-être qu'on va faire de la bonne pêche aujourd'hui, mais demain, il n'y aura rien. rien. Donc, tout ça, c'est déjà prévu dans le cadre de... C'est la science qui nous dit qu'est-ce qu'on peut prélever. Et au niveau de la gestion, on ne doit pas dépasser certaines lignes rouges, en tout cas pour rester de façon durable. Et ensuite aussi, tout ce qui est valorisation, au niveau de la vision, c'est des choses qui sont en tout cas inscrites en bonne place. Parce que quand vous valorisez des produits, vous pouvez tirer peu, mais gagner plus. Parce que vous donnez de la valeur ajoutée à ce produit. Donc, comme on le faisait avant, des quantités qu'on exportait avec un prix dérisoire, quelque part, c'est un peu du gâchis. Mais je pense qu'avec la valorisation, c'est aussi une forme d'aménagement et de contribuer à la durabilité. Parce qu'on ne va prélever de la ressource que le mieux et non le plus. Et c'est ça, en fait, vraiment la phrase qui résume la bonne gestion. Prélever le mieux et non le plus. Merci. Votre question me ramène un peu à rappeler les principes de la FITI. Si on revient un peu au principe de la FITI, c'est de savoir qui pêche, combien il le pêche et à quel prix. Ça, c'est ce qui est demandé dans le cadre de cette information sur FITI. Ce qui est demandé sur FITI. Si on met, ça pour les autres industries extractives, ça s'arrête à ça. Mais pour FITI, qui est la transparence dans la pêche, on va au-delà des paiements et de ce qui est payé et ce qui est exploité, mais il y a tout un ensemble d'informations contextuelles qui sont demandées. Et c'est ça qui est important parce que ça nous permet de savoir la contribution de ce secteur de la pêche au bien-être de la population. Et ça demande maintenant de savoir, mais il faut dire aussi que la pêche c'est une ressources qui se régénèrent. Ce n'est pas comme les mines ou les industries, les mines et les pétroles qui sont périssables. Ça, et là, il y a lieu à une bonne gestion de cette ressource pour vraiment régénérer et pour aussi être là pour les générations futures. Donc, c'est vraiment pour profiter au maximum, mais au moment opportun, avec ce que M. le directeur a dit, ce qui est disponible pour ne pas surexploiter les pêcheries. Tout ça, c'est dans un climat de concertation et d'échange entre l'ensemble des acteurs, mais aussi il y a beaucoup de choses maintenant à considérer, c'est l'emploi, parce que l'emploi, la sécurité alimentaire et l'équité. Et ça, c'est vraiment le rôle de la société civile. Ce niveau, les informations contextuelles, c'est ça le rôle de la société civile, à veiller au respect de tout ça pour que la pêche soit une ressource pérenne qui est exploitée dans les meilleures conditions pour la régénération et qui garantit l'emploi et qui assure la sécurité alimentaire et qui garantit l'équité. Donc toutes ces informations contextuelles sont demandées, renforcent maintenant ce qui c'est un plus encore des informations qui sont sur combien est pêché, par qui est pêché, et ça génère combien de fonds. Merci. Donc, M. Camara, à part cette initiative, y a-t-il d'autres efforts de développement pour créer une économie bleue? Naturellement, quand je dis que déjà tout notre arsenal juridique et réglementaire, en tout cas, il oppose parfaitement bien, en tout cas, cette dynamique qui est déjà la nôtre, en tout cas la transparence. On est également engagé, en tout cas, sur d'autres initiatives où, vous savez, nous, notre code de pêche, il s'inspire de tout ce qui est, en tout cas, convention internationale qui vise à garantir la durabilité ou en tout cas une pêche responsable de par le monde, que ce soit le code de conduite pour une pêche responsable, que ce soit en tout cas les recommandations du sommet de Johannesburg qui disaient que d'ici l'an 2015, il faut que tant % des stocks reviennent en tout cas à leur... Donc je pense qu'on est vraiment, on a repris dans le cadre de notre dispositif juridique et réglementaire tout ce qui est en tout cas au niveau internationalement en tout cas établi. Donc on est là-dedans et je pense que toutes ces initiatives elles ne font que renforcer la FITI qui n'est en fait qu'un aspect au niveau de la bonne gouvernance, mais au niveau également de tout ce qui est en tout cas conservation, gestion durable et tout ça. Il y a plein d'autres conventions, il y a plein d'autres en tout cas
documents dans lesquels on est vraiment engagé, que ce soit au niveau de la lutte contre la pêche INN, qui en fait est un fléau, en tout cas mondial. Il y a également tout récemment avec la CSRP, il y a une convention sous-régionale, en tout cas pour lutter contre la pêche illicite, non déclarée, non réglementée. Ça aussi, ça participe un peu de la durabilité, en tout cas des ressources. C'est toujours dans le sens d'aller dans le durable et ne pas brader en tout cas nos ressources. Moi, je pense que tout ça, ça aussi, ça existe. Il n'y a pas seulement que la FITI. Merci. Il faut dire que cette initiative FITI, c'est une initiative qui n'est pas isolée. Il y a une synergie entre d'autres initiatives qui ont été mises en place par de différents organismes, comme l'a si bien dit M. le directeur. Il y a déjà le code de conduite pour la pêche responsable, dont la Mauritanie a validé, adhère, et qui inspire aussi les stratégies de pêche au niveau de la Mauritanie. Il y a les directives volontaires de la pêche qui ont été initiées par la FAO et que la Mauritanie aussi a validées. Et il faut dire aussi qu'il y a tout des outils qui ont été mis en place, comme il a dit. Il y a l'état du port, il y a tout ce qui est lutte pour la pêche illicite, non déclarée et non réglementée. Ce qui veut dire qu'il y a tout un dispositif au niveau international dont la Mauritanie a adhéré ou a validé et qui inspire la mise en œuvre et qui aussi alimente inspire et alimente la mise en œuvre de cette initiative FITI. Donc il y a des synergies entre ces différentes initiatives et qui sont là pour garantir vraiment une économie bleue dans ce secteur. Il me reste juste 2 minutes, je vais faire un dernier tour de table. Si vous avez un dernier mot à dire pour résumer un peu tout ça. En tout cas, tout d'abord, je me ferai la joie de remercier ce média, en tout cas qui nous permet un peu de communiquer sur ce que nous faisons. Vous savez, la communication, c'est très important pour la visibilité. Peut-être qu'on fait plein de choses, mais qui ne sont pas vues par le grand public. Et donc, vous nous donnez là une opportunité sans pareil pour en tout cas communiquer sur ce que nous faisons au niveau du département, et que ce que nous le faisons pour le bien-être, en tout cas, de la République, des populations, en tout cas des générations présentes, mais aussi futures, parce que, comme elle a dit, c'est une ressource, en tout cas, qui se régénère, c'est un stock qui se renouvelle. Donc, nous sommes en train de, en tout cas, comme l'a dit quelqu'un, nous n'héritons pas de nos grands-parents, mais nous empruntons en tout cas de nos enfants. C'est-à-dire ce que nous avons ici, ce n'est pas un héritage de nos grands-parents, mais nous l'empruntons à nos fils qui vont venir. Donc il faut bien le garder pour ceux qui vont venir après. Donc pour ça, pour réussir cela, je pense que la FITI, en tout cas, est quelque chose d'important pour en tout cas aller dans ce sens. Et je pense aussi que ça facilite la tâche à tout le monde, comme je l'ai dit. La transparence, c'est très joli, c'est bien. Et si tout est clair, les procédures sont bien huilées, moi je pense que tout un chacun sait ce qu'il attend, et en tout cas ses devoirs et ses atouts. Donc je vous remercie encore une fois, et je pense que cette initiative dans la pêche, en tout cas, fera tache d'huile pour beaucoup d'autres départements, parce que notre pays en a besoin. D'ailleurs, dans le brillant discours prononcé par notre ministre des Finances à l'occasion de la 2e conférence, moi j'aurais bien aimé qu'on puisse visionner ce discours, parce que franchement, ça reprend aussi bien les éléments de contexte, l'évolution, les challenges, les défis. C'était un discours impeccable et qui, en lui seul, résume en tout cas l'essentiel de cette conférence de Bali. Je vous remercie. Merci, M. Kamara. Il faut dire que l'importance au niveau de cette initiative FITI, c'est de permettre que les générations futures en Mauritanie puissent jouir, les générations actuelles et futures de la Mauritanie, et même au niveau mondial, puissent jouir de la ressource halieutique, tout en garantissant des choses essentielles comme la sécurité alimentaire, comme l'emploi et l'équité sociale. Donc, pour ça, c'est ça l'importance de cette initiative. Donc, nous, le poisson, c'est pas pour la Mauritanie, c'est des poissons migrants
et qui alimente toute la planète. Donc si chacun, à son niveau, essaye de préserver cette ressource, donc ça va être au bien-être de l'ensemble de l'humanité, mais aussi si on fait un focus sur la Mauritanie, donc ce qui est important, c'est qu'on puisse bénéficier de notre ressource halieutique, aussi bien pour garantir la rentrée des fonds, mais aussi pour garantir la régénération des espèces, pour garantir aussi la nourriture, et pour garantir toute une cohésion sociale qui peut être faite dans le cadre de ce secteur de pêche qui regroupe, comme j'ai dit, des acteurs qui proviennent de différents horizons économiques, sociaux, et qui fait vivre énormément, qui fait travailler énormément de bras, mais aussi qui fait vivre énormément de personnes et de familles au niveau de la Mauritanie. Mais il faut dire aussi que dans la politique maintenant de la Mauritanie, la politique donc, il y a la Société nationale de distribution de poissons et qui amène maintenant ce poisson sur toute l'étendue du territoire. Donc, le poisson était connu seulement dans les zones côtières, mais maintenant c'est connu partout en Mauritanie, peut arriver partout en Mauritanie. C'est important donc que cette ressource soit préservée et qu'elle soit entretenue pour continuer à alimenter nos futures générations. Voilà, merci. Sur ce, nous vous disons au revoir à la semaine prochaine. Je rappelle que j'étais avec Lamine Camara, directeur de l'aménagement des ressources et des études au ministère des Pêches. Il est secrétaire du GNM FITI. J'étais également avec Nedwa Mokhtar Nesh, directrice de l'ONG Mauritanie 2000 et membre du GNM et du conseil d'administration international FITI. Avant de vous quitter, je remercie l'équipe technique, Saïd Oulemrabat à la réalisation, Abdullah El Mahfouz au son, Mohamed Salim Issa caméra, Abdelrahim Mohamed Mahmoud caméra et le coordinateur de l'émission Brahim Harim. À la semaine prochaine. Au revoir.